Il se réveilla à 3 heures du matin, le cœur battant à tout rompre. Ce n'était pas un cauchemar, c'était pire. La certitude soudaine que toutes ces années passées à suivre chaque impulsion, chaque distraction, chaque clic, ne l'avaient pas libéré. Elles avaient vidé quelque chose en lui, quelque chose dont il ne connaissait même pas le nom. Il existe un type de fatigue qui ne disparaît pas avec le sommeil. Vous dormez 8 heures et vous vous réveillez épuisé. Vous prenez des vacances et vous revenez encore plus vide. Vous recherchez le plaisir et vous ne ressentez rien. Juste un lointain écho de satisfaction qui dure quelques secondes avant de se transformer en culpabilité, en anxiété ou en un silence étrange que vous ne pouvez pas nommer. La modernité vous a enseigné un mensonge très spécifique, que la liberté était l'absence de limites, que l'authenticité consistait à céder à chaque impulsion dès qu'elle se manifestait, que réprimer tout désir était un signe de répression pathologique, de peur de vivre, de névrose héritée d'une époque religieuse que nous devrions surmonter. Et pendant que vous y croyiez, pendant que nous y croyions tous, quelque chose de silencieux se produisait. Vous deveniez plus faible, pas physiquement, énergétiquement, existentiellement, car il existe une loi cachée dont personne ne vous a parlé. Une loi que la culture moderne a délibérément dissimulée, car elle menace toute la structure de ce que vous avez été conditionné à être. La loi de la transmutation intérieure. Et elle fonctionne ainsi. Tout ce que vous ne gaspillez pas, vous le concentrez. Tout ce que vous concentrez, vous le transformez. Et tout ce que vous transformez devient un pouvoir réel. Non pas le pouvoir de dominer les autres, mais le pouvoir de ne plus être dominé. Par rien, par personne. Pas même par la version la plus primitive de vous-même. Nietzsche a dit quelque chose de troublant. Celui qui ne se maîtrise pas n'est pas libre. Mais nous avons été élevés à croire le contraire. Que la maîtrise de soi était une prison. Que la retenue était une répression. Que la discipline était un traumatisme déguisé. Et cette inversion n'était pas accidentelle. Elle était stratégique, parce qu'une population épuisée énergétiquement ne remet rien en question. Elle ne crée pas, elle ne transcende pas, elle ne fait que consommer, elle ne fait que survivre, elle se contente d'accepter. La vérité que personne ne veut que vous découvriez est la suivante. Vous avez en vous une force vitale, une énergie psychique, sexuelle, créative, qui est littéralement le carburant pur de tout ce que vous pourriez devenir. Mais cette force ne fonctionne que dans 2 états, dispersée ou concentrée. Et toute la modernité a été conçue pour la maintenir éternellement dispersée. Car lorsque vous apprenez à concentrer cette énergie, quelque chose d'étrange se produit. Vous ne devenez pas seulement différent. Vous devenez dangereux. Pas violent, mais libre. Et la liberté réelle effraie ceux qui ont besoin que vous restiez faible pour fonctionner. Voici donc ce que vous devez comprendre avant de continuer. Il ne s'agit pas de moralité. Il ne s'agit pas de religion. Il ne s'agit pas de nier le corps ou de diaboliser le plaisir. Il s'agit de physique existentielle. Il s'agit de comprendre que toute force qui se disperse se perd, et toute force qui se concentre domine. La question n'est pas de savoir si cela est vrai. Schopenhauer, Nietzsche, même Freud dans ses moments les plus lucides le savaient. La question est, pourquoi ne vous l'a-t-on jamais enseigné? La réponse est simple et dérangeante, parce qu'il voulait que vous restiez contrôlable. Pensez au nombre de fois, rien qu'aujourd'hui, où vous avez été exposé à des déclencheurs conçus pour activer votre énergie sexuelle. Le fil d'actualité Instagram, la publicité sur YouTube, la série que vous regardez avant de vous endormir, la notification qui illumine l'écran de votre téléphone à 23 h avec une suggestion pour vous. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des systèmes conçus par des ingénieurs comportementaux qui comprennent parfaitement le fonctionnement du circuit dopaminergique de votre cerveau. Ils savent que chaque fois qu'ils activent votre énergie sexuelle, sans vous permettre de la diriger consciemment, vous vous affaiblissez, pas d'un seul coup, petit à petit, comme un saignement invisible. Et c'est là que réside le génie de la supercherie. Ils n'appellent pas cela du contrôle. Ils appellent cela de la libération. Soyez vous-même. Exprimez vos désirs. Ne réprimez rien. Une sexualité libre est une sexualité saine. Cela semble progressiste. Cela semble émancipateur. Mais regardez le résultat. Toute une génération fonctionnant à 30% de sa capacité énergétique, accro à la validation extérieure, incapable de rester concentré plus de 3 minutes, lançant des projets qui ne se terminent jamais, ayant des idées qui ne se concrétisent jamais, souffrant d'une fatigue chronique qu'aucun examen médical ne peut expliquer. Ce n'est pas de la liberté, c'est de l'esclavage sous une nouvelle forme. Nietzsche avait un terme pour cela, l'homme du troupeau. Non pas parce que vous êtes stupide, mais parce que vous avez été domestiqué. Et la méthode de domestication la plus efficace jamais inventée consiste à vous faire croire que disperser votre force vitale est un signe de santé, tandis que la concentrer est une pathologie. Ils ont tout inversé. Ils ont appelé la force une faiblesse. Ils ont appelé la faiblesse une authenticité. Et vous, nous tous,
avons gobé cette histoire. La révolution sexuelle des années 60 promettait de libérer l'humanité des chaînes de la répression victorienne. Et elle y est en partie parvenue. Elle a brisé des tabous nécessaires, démantelé des culpabilités religieuses qui mutilaient des psychés entières. Mais quelque chose s'est produit en cours de route. La libération s'est transformée en permissivité. La permissivité s'est transformée en compulsion. Et la compulsion s'est transformée en marché. Aujourd'hui, l'industrie pornographique brasse plus d'argent que la NFL, la NBA et la MLB réunies. Les applications de rencontres ont transformé l'intimité en produit de consommation rapide. L'attention sexuelle humaine elle-même est devenue une marchandise négociable. Et vous êtes devenu un consommateur, pas un citoyen, pas un créateur. Un consommateur de stimuli conçu pour vous maintenir dans une boucle infinie d'activation et d'épuisement. Pensez à la métaphore la plus simple possible, une rivière. L'énergie sexuelle est comme une rivière puissante qui coule à travers vous. Maintenant, si cette rivière coule librement, sans obstacle, sans direction, elle se répand sur le terrain, crée des marécages, s'évapore au soleil, perd de sa force. Vous pouvez même aimer la sensation momentanée de l'eau qui coule. C'est agréable, c'est naturel. Mais cela ne génère rien. Elle ne déplace rien. Elle ne construit rien. Mais que se passe-t-il lorsque vous construisez un barrage sur cette rivière? L'eau ne disparaît pas. Elle s'accumule. Elle crée une pression. Et cette pression, lorsqu'elle est canalisée, génère de l'électricité capable d'éclairer des villes entières. La rivière n'a pas été niée. Elle a été élevée. Sa force n'a pas été réprimée. Elle a été transmutée. C'est le secret qu'on vous a caché. La contention stratégique n'est pas une répression névrotique. C'est de l'alchimie existentielle. Et il y a une raison historique à ce que cela ait été caché. Toute structure de pouvoir établie, qu'elle soit religieuse, politique ou économique, a toujours su que les individus dotés d'une énergie sexuelle concentrée sont dangereux, non violents, mais incontrôlables. Ce sont eux qui mènent les révolutions, qui créent des œuvres d'art qui ébranlent les structures, qui construisent des entreprises qui détruisent les monopoles, qui ont des pensées qui menacent les dogmes. Une énergie sexuelle concentrée ne génère pas seulement de la créativité, elle génère aussi de la non-conformité, elle génère du courage, elle génère la capacité de dire non à ce que tout le monde accepte comme inévitable. C'est pourquoi, tout au long de l'histoire, chaque fois qu'une structure de pouvoir a voulu contrôler les populations, elle a eu deux options: réprimer totalement la sexualité, méthode religieuse ancienne, ou la surstimuler jusqu'à l'épuisement, méthode moderne. Les deux aboutissent au même résultat: des individus sans énergie suffisante pour remettre en question, pour créer, pour transcender. La différence est que la répression totale engendre une révolte visible. Mais la surstimulation, elle engendre une conformité invisible. Vous pensez être libre parce que personne ne vous interdit quoi que ce soit. Mais vous n'avez pas l'énergie nécessaire pour utiliser cette liberté de manière créative. Vous l'utilisez donc de manière compulsive. Et la compulsion n'est jamais synonyme de liberté. Nietzsche l'avait prévu lorsqu'il a mis en garde contre le dernier homme, cet être humain qui ne recherche que le confort, le plaisir immédiat, l'absence de défi. Le dernier homme cligne des yeux et dit « Nous avons inventé le bonheur, mais c'est un bonheur médiocre, petit, sûr et complètement impuissant. Et voici ce que personne ne vous dit à propos de ce processus. Il est douloureux. Au début, il est très douloureux, parce que votre corps a été conditionné, littéralement conditionné au niveau neurologique, à rechercher la libération immédiate. Votre cerveau a associé le plaisir sexuel instantané au soulagement du stress, à la validation, à l'évasion. Alors, quand vous commencez à contenir cette énergie, tout en vous se rebelle. Votre corps réclame, votre esprit justifie, votre culture vous dit que vous vous réprimez. Et la plupart des gens abandonnent à ce stade, parce qu'ils interprètent le malaise comme un signe qu'ils font quelque chose de mal. Mais vous ne faites rien de mal. Vous faites quelque chose que votre système n'avait jamais prévu. Vous dites non à l'impulsion la plus primitive de la biologie. Et cela génère un chaos interne. Schopenhauer a appelé cela la volonté aveugle, la force inconsciente qui anime toute vie, qui ne veut que se perpétuer, consommer, se reproduire, sans but supérieur. Et lorsque vous essayez de dominer cette volonté, elle ne l'accepte pas passivement. Elle se bat, parce que vous mettez pour la première fois de la conscience là où il n'y avait auparavant que de l'automatisme. Vous ne réprimez pas, vous vous réveillez. Et voici la vérité la plus dure. La culture moderne a besoin que vous restiez endormi. Parce qu'une personne qui contrôle son énergie sexuelle n'est plus manipulable par des publicités qui promettent le bonheur par la consommation. Elle n'est plus dépendante d'une validation qui peut être vendue comme un produit. Elle n'est plus assez fragile pour accepter un sous-emploi, une relation médiocre, une vie insignifiante. Vous devenez quelqu'un qui choisit. Et le choix réel, le choix qui vient d'une force intérieure concentrée, est dangereux pour tout système qui dépend de la conformité.
C'est pourquoi on vous a appris que céder à chaque impulsion était une libération. Car tant que vous gaspillez votre énergie, vous n'avez pas le pouvoir de créer quoi que ce soit qui menace le statu quo. Vous devenez un consommateur passif de votre propre vie, au lieu d'en être l'architecte actif. La question que personne ne pose est la suivante. Qui profite de votre faiblesse? Qui bénéficie du fait que vous soyez épuisé sur le plan énergétique, émotionnellement dépendant, psychologiquement fragmenté? La réponse est tous ceux qui ont besoin de vendre quelque chose pour combler le vide. Et le vide n'existe que parce que vous continuez à gaspiller ce que vous devriez concentrer. Mais que se passe-t-il lorsque vous cessez de gaspiller? Vous vous réveillez avec une quantité d'énergie limitée. Ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité neurobiologique. Schopenhauer l'avait compris lorsqu'il parlait de la volonté comme d'une force vitale limitée qui devait être gérée. Chaque décision que vous prenez, chaque impulsion à laquelle vous cédez, chaque distraction que vous vous permettez, tout cela épuise cette réserve. Et à la fin de la journée, vous n'avez plus d'énergie pour ce qui compte vraiment. Pour le projet, pour la conversation difficile, pour la décision qui changerait tout. Vous êtes épuisé. Et vous acceptez cela comme normal. Mais observez une journée ordinaire. Vous prenez votre téléphone avant même de sortir du lit. Première erreur, avant même d'avoir défini votre intention pour la journée, vous réagissez déjà. Vous ouvrez Instagram. 3 minutes de défilement. 12 images subtilement sexualisées. Votre cerveau libère de la dopamine. Votre système nerveux s'active. Votre énergie sexuelle s'éveille, mais sans direction, sans but, juste activée et puis rien. Elle ne se concrétise pas en action, en création, en connexion réelle. Elle reste là, en suspens, créant une légère anxiété que vous ne percevez même pas consciemment. Vous allez au travail. Notification, publicité, conversation qui active le fantasme, souvenir qui surgit de nulle part. Tout cela consomme de l'énergie mentale. Vous pensez que vous vivez simplement votre journée, mais vous fonctionnez avec 10 onglets ouverts dans le navigateur de votre conscience et chacun d'entre eux draine votre batterie. À 14 heures, vous êtes déjà mentalement épuisé et vous n'avez même pas commencé ce qui comptait vraiment. Il existe un concept en psychologie de l'énergie appelé fatigue décisionnelle. Chaque choix que vous faites, aussi minime soit-il, consomme du glucose cérébral. C'est pourquoi Steve Jobs portait les mêmes vêtements tous les jours. C'est pourquoi Obama a réduit les décisions triviales à 0. Il comprenait que l'énergie mentale est limitée. Mais voici ce que personne ne fait le lien. L'énergie sexuelle et l'énergie mentale proviennent de la même source. Lorsque vous activez votre énergie sexuelle à plusieurs reprises au cours de la journée, sans jamais la diriger vers quelque chose de créatif, vous faites pire que de choisir entre 10 types de café. Vous allumez et éteignez le moteur le plus puissant de votre organisme sans jamais le mettre en mouvement. C'est comme appuyer sur l'accélérateur d'une voiture à l'arrêt. Vous consommez du carburant, vous générez de la chaleur, vous faites du bruit, mais vous ne bougez pas. Et au final, lorsque vous avez vraiment besoin de conduire, le réservoir est vide. Le soir, vous devriez créer, en écrivant, en construisant, en planifiant. Mais vous n'avez pas d'énergie. Vous vous rabattez donc sur la compensation, plus de défilements, plus de séries, plus de contenu passif qui ne vous demande rien, mais qui ne vous apporte rien non plus. Et vous vous endormez en pensant que c'était une journée normale. Ça l'était. Et c'est là le problème. Car normal signifie aujourd'hui vivre à 30% de votre capacité énergétique et penser que c'est tout ce que vous avez. L'architecture de l'épuisement moderne est géniale précisément parce qu'elle est invisible. Vous ne sentez pas l'énergie s'écouler sur le moment. Vous n'en ressentez que les conséquences. La procrastination chronique, le manque de concentration, la créativité qui ne se manifeste jamais. Les relations qui restent superficielles parce que vous n'avez pas l'énergie nécessaire pour aller en profondeur. Le cynisme qui grandit parce qu'il est plus facile de critiquer que de créer lorsque vous êtes à court d'énergie. Et voici ce qui vous effraie lorsque vous comprenez vraiment cela. Ce n'est pas que vous soyez paresseux, ou sans talent, ou destiné à la médiocrité. C'est que vous essayez de construire une vie extraordinaire avec une énergie de survie. C'est comme essayer de gagner un marathon tout en donnant son sang à chaque kilomètre. Évidemment, vous n'y arrivez pas. Mais le problème n'a jamais été votre capacité. C'était le saignement dont vous ne soupçonniez même pas l'existence. Pensez aux personnes qui vous entourent. Combien d'entre elles vivent avec cette fatigue constante, cette lassitude qui ne passe pas, cette sensation d'être toujours en train de courir sans jamais arriver? Combien ont des rêves rangés dans un tiroir depuis des années parce qu'elles n'ont pas le temps, n'ont pas l'énergie? Ce n'est pas le bon moment. La réponse honnête est la plupart. Et la plupart l'acceptent comme inévitable, comme la vie adulte. Mais ce n'est pas le cas. C'est le résultat direct d'un fonctionnement avec une énergie dispersée. Nietzsche disait que l'homme moderne est trop humain, prisonnier de ses besoins les plus bas, incapable de transcendance parce qu'il dépense toute son énergie à simplement fonctionner au niveau animal.
Et il décrivait exactement cela. La différence entre exister et vivre, entre survivre et créer, entre être mu et se mouvoir. Lorsque vous dispersez continuellement votre énergie sexuelle, vous êtes toujours mu. Par l'algorithme, par l'impulsion, par la publicité, par l'habitude. Vous ne choisissez pas, vous réagissez. Et la réaction ne construit rien qui vaille la peine. Il existe une statistique troublante. L'utilisateur moyen de smartphone touche son appareil 2117 fois par jour. 2617 fois. Chaque toucher est une micro-décision. Chaque notification est une micro-activation. Chaque défilement est une micro-dispersion. Additionnez tout cela et vous obtenez un système parfait de fragmentation psychologique. Vous n'êtes jamais entier. Vous n'êtes jamais présent. Vous n'êtes jamais concentré assez longtemps pour générer quelque chose de vraiment utile. Et le plus tragique, c'est que vous pensez que vous êtes le seul dans ce cas. Vous regardez les gens sur les réseaux sociaux et ils semblent aller bien, être productifs, heureux, mais c'est une performance. Derrière la mise en scène, il y a la même épuisement, la même dispersion, le même vide déguisé en agenda chargé. Mais voici ce que personne ne vous a préparé à comprendre. Lorsque vous cessez de disperser cette énergie, elle ne se range pas simplement paisiblement en vous, elle se retourne vers l'intérieur et crée une pression psychologique, une pression existentielle. C'est comme fermer toutes les soupapes d'échappement d'une chaudière, la pression augmente. Et si vous ne savez pas quoi en faire, si vous ne comprenez pas que cela fait partie du processus, vous paniquez. Votre corps vous dira « ce n'est pas naturel, ce n'est pas sain, libérez la pression ». Votre esprit créera des justifications élaborées pour expliquer pourquoi vous devriez revenir à vos anciennes habitudes. Tout le monde fait ça. C'est biologique. Vous êtes trop radical. Un peu, ça ne fait pas de mal. Votre culture validera ces pensées de 1000 voix. Et la plupart des gens, à ce stade précis, abandonnent. Ils interprètent la pression comme une erreur, comme un signe qu'ils devraient arrêter. Mais cette pression, c'est la matière première de la transformation. Schopenhauer comprenait cela mieux que quiconque. Il considérait la souffrance comme inhérente à l'existence, non pas comme une punition, mais comme une structure. Mais il voyait aussi qu'il y avait deux types de souffrance. La souffrance de la dispersion. Vous souffrez, mais vous ne grandissez pas. Vous êtes dans la douleur, mais une douleur sans sens, sans direction, qui ne fait que générer davantage de douleur. Et la souffrance de la contention. Vous souffrez, mais vous vous transformez. La douleur a un but. Elle vous forge, elle vous reconstruit. Elle vous rend capable de supporter ce qui auparavant vous aurait brisé. La différence est que l'une mène au désespoir et l'autre mène au pouvoir. L'une vous fragmente en 1000 morceaux, l'autre vous unit en une force unique. Et voici la vérité que vous devez affronter. Vous souffrirez de toute façon. C'est la condition humaine. Le seul choix que vous avez est le suivant. Souffrir dispersé, faible, réactif, à la merci de chaque impulsion et de chaque algorithme, ou souffrir concentré, fort, conscient, en construisant quelque chose qui justifie la douleur. La question qui reste est la suivante. Êtes-vous prêt à supporter la pression suffisamment longtemps pour découvrir en quoi elle se transforme? Car voici ce qui se passe les premiers jours, les premières semaines, rien de ce qu'on vous a promis. Aucune clarté soudaine, aucun super pouvoir, aucun sentiment de contrôle. Ce que vous ressentez est le contraire. Vous ressentez le chaos. L'énergie qui avait auparavant un exutoire prévisible, un soulagement programmé, est désormais emprisonnée en vous sans savoir où aller. Et tout votre organisme se met en état d'alerte, comme si quelque chose n'allait pas, comme si vous refusiez un besoin vital, parce que pour votre corps, c'est le cas. Il a été entraîné, conditionné par des années de répétition, à attendre la libération. Et maintenant, vous dites non. Les 3 premiers jours, ce n'est que de l'inconfort physique, de l'agitation. Vous sentez l'énergie circuler sans but, à la recherche de la soupape de décompression qui a toujours été là. Votre corps le réclame, pas avec des mots, avec des sensations, avec des pensées intrusives qui surgissent de nulle part, avec des justifications que votre propre esprit crée pour vous convaincre que, une seule fois, ça ne fait pas de différence. Mais ça en fait, parce que ce n'est pas une question de fréquence, il s'agit de briser le schéma. Et le schéma est intelligent. Il sait que s'il parvient à vous faire céder une fois, il parviendra à vous faire céder à chaque fois. Au cours de la première semaine, le chaos s'intensifie. Votre esprit commence à négocier. Peut-être que j'exagère. Peut-être que c'est vraiment de la répression. Les autres ne le font pas et ils vont bien. Pourquoi dois-je être si radical? Et ces voix semblent parfaitement rationnelles, parce qu'elles viennent de l'intérieur. Vous leur faites confiance, mais elles ne sont pas vous. Elles sont l'ancien schéma qui lutte pour survivre. Vous commencez à remarquer des choses étranges. Votre attention est hyperstimulée. Des détails qui étaient auparavant invisibles sautent désormais aux yeux. Une image quelconque sur Internet,
une scène fortuite dans la rue, un souvenir qui surgit sans y être invité. Tout semble conçu pour vous rappeler ce que vous retenez. Et d'une certaine manière, c'est le cas. Parce que votre cerveau, désespéré par la récompense dopaminergique qu'il a toujours reçue, est désormais hyper vigilant à tout déclencheur qui pourrait justifier sa libération. C'est comme arrêter de fumer et réaliser soudainement que tout le monde autour de vous fume. Ils ont toujours fumé. Vous n'y prêtez simplement pas attention. Maintenant, vous y prêtez attention. Parce que votre système cherche n'importe quelle excuse pour revenir au confort familier. Nietzsche avait une phrase dévastatrice pour cela. Celui qui lutte contre les monstres doit veiller à ne pas devenir lui-même un monstre. Et quand tu regardes longtemps dans un abîme, l'abîme te regarde aussi. Mais ce qu'il n'a pas dit, et que tu découvres par toi-même, c'est que le monstre n'est pas à l'extérieur. Il est à l'intérieur. C'est la version primitive de toi-même qui a toujours eu le contrôle. Et maintenant, vous lui retirez ce contrôle. C'est une guerre civile psychologique. Et vous combattez une armée qui connaît toutes vos faiblesses, toutes vos voies de fuite, toutes vos excuses préférées. Pire encore, cette armée utilise votre propre voix, vos propres souvenirs, vos propres rationalisations, comme si vous vous trahissiez sans vous rendre compte que vous êtes trahi. Au cours de la 2e semaine, quelque chose de pire se produit. La pression interne ne diminue pas, elle s'intensifie, parce que l'énergie s'accumule, sans fuite, sans dissipation. Et si vous ne savez pas quoi en faire, elle se transforme en anxiété, irritabilité, insomnie. Pensée obsessionnelle. Votre corps ne sait littéralement pas comment traiter une telle quantité d'énergie concentrée. Il n'a jamais eu à le faire auparavant. Vous vous réveillez au milieu de la nuit, le cœur battant à tout rompre. Ce n'était pas un cauchemar. C'était la pression pure qui cherchait à s'échapper. Vous vous asseyez pour travailler et vous n'arrivez pas à vous concentrer parce que l'énergie bouge en vous comme un animal en cage. Vous discutez avec quelqu'un et vous ressentez une irritation disproportionnée pour des choses insignifiantes. Non pas parce que la personne a fait quelque chose de mal, mais parce que vous êtes en train de fusionner intérieurement et que tout stimulus extérieur vous semble insupportable. Et c'est là que la plupart des gens abandonnent, parce qu'ils interprètent ces symptômes comme la preuve qu'ils font quelque chose de mal. Mon corps me dit que ce n'est pas sain. Non, votre corps vous dit que c'est nouveau, et tout ce qui est nouveau génère de la résistance avant de générer une transformation. Pensez à un muscle qui n'a jamais été utilisé. Lorsque vous commencez à l'entraîner, cela fait mal. Non pas parce que l'entraînement est mauvais, mais parce que le muscle est forcé de faire quelque chose qu'il n'a jamais fait. La douleur est le processus d'adaptation. Et si vous vous arrêtez à cause de la douleur, vous ne développerez jamais le muscle. Il restera atrophié, confortable, mais faible. Il en va de même pour la contention énergétique. La pression, l'inconfort, le chaos mental, ce ne sont pas des signes d'erreur. Ce sont des signes de reconstruction. Votre système nerveux apprend à fonctionner à une fréquence différente. Votre esprit est contraint de trouver de nouvelles voies pour l'énergie qui n'avait auparavant qu'une seule destination. Et cela ne se fait pas en douceur. Cela se fait par le biais d'une crise. Et cela fait mal. Schopenhauer ne romantique pas cette douleur. Il la voyait exactement pour ce qu'elle était, une véritable souffrance. Mais une souffrance nécessaire. Parce que toute transcendance nécessite la mort de l'ancienne version. Et la mort n'est jamais confortable. Vous n'évoluez pas dans la paix, vous évoluez dans la crise. Le papillon ne sort pas de sa chrysalide sans lutter, c'est la lutte qui renforce ses ailes. Sans elles, le papillon meurt lors de son premier vol. Il y a un moment précis, généralement entre le 10e et le 14e jour, où la tentation atteint son paroxysme. Ce n'est pas un simple désir physique, c'est psychologique, existentiel. C'est le sentiment que vous vous privez de quelque chose d'essentiel, que vous perdez votre temps, que vous pourriez vivre au lieu de vous restreindre. Et ce récit est si convaincant qu'il semble être une vérité absolue. Cela ressemble à la sagesse du corps. Cela ressemble à de l'auto-soin. Mais ce n'est pas le cas. C'est la dernière tentative de l'ancien schéma pour garder le contrôle. Comme un animal blessé qui lance une dernière attaque avant d'être maîtrisé. Si vous cédez à ce moment-là, vous revenez à la case départ. Non pas parce que vous avez péché ou échoué, mais parce que vous avez renforcé le circuit neuronal que vous essayez de briser. Et vous devez alors tout recommencer. Et recommencer après être arrivé si près du but est psychologiquement dévastateur. Mais si vous ne cédez pas, si vous traversez ce pic de pression sans ouvrir la vanne, quelque chose d'extraordinaire commence à se produire. L'énergie cesse de lutter pour s'échapper, et elle commence à se réorganiser, comme l'eau qui accepte enfin le barrage, et commence à s'écouler dans les canaux que vous avez construits plutôt que dans ceux auxquels elle était habituée. Vous ne le remarquez pas sur le moment, parce que vous êtes encore en plein chaos. Vous ressentez encore la pression. Vous vous réveillez encore certains jours en pensant que vous n'y arriverez pas. Mais moléculairement, neurochimiquement, énergétiquement, vous êtes en train de vous transmuter. Le plomb se transforme en or.
Vous ne le voyez pas encore parce que vous êtes dans la fournaise. Et personne ne voit l'or tant qu'il est dans le feu. Et voici la vérité à laquelle personne ne vous prépare. Vous ne pouvez pas sauter cette étape. Il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas d'astuce. Il n'y a pas moyen de se transformer sans traverser la nuit noire. Tous les grands alchimistes, tous les philosophes qui ont compris ce processus, tous les individus qui se sont réellement transformés ont traversé cette nuit, sans exception, sans privilège. La différence entre ceux qui se transforment et ceux qui abandonnent n'est pas le talent. Ce n'est pas une volonté surnaturelle, c'est la compréhension. Ceux qui comprennent que le chaos est le mécanisme et non le problème parviennent à traverser cette nuit. Ceux qui interprètent le chaos comme une erreur abandonnent à mi-chemin et retournent à leur confortable médiocrité. Alors, lorsque vous ressentirez la pression, et vous la ressentirez, rappelez-vous, ce n'est pas la fin du processus, c'est le milieu, c'est le point de fusion. L'alchimiste n'éteint pas le feu lorsque le métal commence à fondre. Il le maintient, il l'augmente, parce qu'il sait que la fusion est nécessaire à la transmutation. Sans chaleur, pas de transformation. Sans pression, pas de pouvoir. La question n'est pas de savoir si cela fera mal. Oui, cela fera mal. La question est, allez-vous interpréter la douleur comme un échec ou comme une forge? Et puis, sans prévenir, quelque chose change. Ce n'est pas dramatique. Il n'y a pas de moment de révélation mystique où tout prend soudainement sens. C'est subtil. Vous vous réveillez un jour comme un autre, peut-être le 15, peut-être le 23, et vous remarquez que la pression est différente. Elle n'a pas disparu, mais vous ne luttez plus pour y échapper. Elle circule, comme si vous aviez trouvé un chemin intérieur dont vous ignoriez l'existence. Votre concentration change d'abord. Vous vous asseyez pour travailler et vous vous rendez compte que vous pouvez rester concentré pendant 40 minutes sans interruption. Puis 1 heure, puis 2, sans effort conscient, sans discipline forcée, comme si quelque chose en vous avait cessé de lutter contre vous-même et avait commencé à coopérer. La fragmentation qui était normale, cette sensation d'être toujours divisé entre ce que vous devriez faire et ce que votre impulsion veut faire, commence à disparaître. Vous devenez un, pas parfaitement, mais de manière perceptible, et cela change tout. Parce que pour la première fois, vous expérimentez ce que c'est que de fonctionner avec une énergie concentrée. Et c'est tellement différent de tout ce que vous connaissiez que cela ressemble à un état de conscience altéré. Mais il n'est pas altéré, c'est l'état naturel. Ce que vous appeliez normal auparavant était l'état altéré, fragmenté, dispersé, à la merci de chaque stimulus. Ça, c'est comme ça que vous auriez toujours dû fonctionner. La créativité vient ensuite. Des idées qui nécessitaient auparavant des heures de brainstorming forcé commencent à apparaître spontanément, sous la douche, pendant une promenade, dans le silence avant de dormir. Et ce ne sont pas des idées ordinaires, ce sont des connexions que vous n'auriez jamais faites auparavant, comme si votre esprit avait accédé à un niveau de traitement plus profond, parce qu'il y a accédé. L'énergie qui s'échappait auparavant alimente désormais des circuits neuronaux qui étaient restés inactifs pendant des années, voire toute votre vie. Vous commencez à résoudre des problèmes qui vous bloquaient auparavant, non pas parce que vous êtes devenu plus intelligent, mais parce que vous avez suffisamment d'énergie pour soutenir une réflexion complexe pendant le temps nécessaire. L'intelligence n'est pas seulement une capacité, c'est aussi une endurance. Et l'endurance nécessite du carburant. Vous en avez désormais. Nietzsche appelait cela la sublimation, le processus par lequel les instincts primitifs se transforment en capacités supérieures. Ce n'est pas un déni de l'instinct, c'est une élévation. L'artiste ne nie pas Eros, il le transforme en art. Le philosophe ne nie pas l'agressivité, il la transforme en pensée pénétrante qui brise les illusions. L'entrepreneur ne nie pas l'ambition sexuelle, il la transforme en ambition créative qui construit des empires. Et vous commencez à ressentir cela non pas comme une théorie abstraite, mais comme une expérience viscérale vécue. L'énergie qui auparavant demandait une libération immédiate demande désormais une expression créative. Votre corps ne veut plus se disperser, il veut construire. Il ne veut plus consommer passivement, il veut créer activement. C'est comme si vous aviez découvert que le moteur de votre voiture avait 3 vitesses supplémentaires que vous n'aviez jamais utilisées. Physiquement, des choses étranges commencent à se produire. Vous dormez moins, mais vous vous réveillez plus reposé. Comme si votre sommeil était devenu plus efficace. Votre regard change, il est plus direct, plus présent, plus pénétrant. Vous le remarquez lorsque vous vous regardez dans le miroir. Il y a quelque chose de différent dans vos yeux, une clarté qui n'était pas là auparavant. Votre voix gagne en poids, pas en volume, en poids. Les gens vous écoutent lorsque vous parlez, même lorsque vous parlez doucement. Il y a une densité dans votre présence qui n'était pas là auparavant. Votre posture change sans que vous essayiez. Vous bougez avec plus d'intention, moins de mouvements inutiles, moins d'anxiété corporelle. Vous occupez l'espace différemment, pas de manière agressive, mais pas non plus de manière apologétique.
juste présent, juste solide. Mais c'est sur le plan social que la transformation est indéniable. Vous entrez dans une pièce et quelque chose a changé. Les gens vous regardent différemment. Pas avec une curiosité superficielle qui passe rapidement, avec une attention réelle qui perdure. Les conversations qui auparavant nécessitaient des efforts pour être maintenues coulent naturellement. Les personnes qui vous ignoraient auparavant commencent à solliciter votre opinion. Et vous ne faites rien de différent extérieurement. Vous n'avez pas changé d'apparence. Vous n'avez pas appris de techniques de charisme. Vous n'essayez pas d'impressionner. Mais quelque chose d'invisible a changé. Et les autres le ressentent. Ils le ressentent toujours. Parce que l'énergie ne ment pas. Ce n'est pas de la magie. C'est de la bioénergétique. Lorsque vous fonctionnez avec une énergie concentrée, vous émettez une fréquence différente. Et le système nerveux des personnes qui vous entourent réagit à cette fréquence avant même qu'il y ait une interaction verbale. Elles sentent que vous ne vous dispersez pas, que vous n'avez pas besoin d'elles pour vous sentir complet, que vous ne cherchez pas à être validé. Et paradoxalement, cela vous rend irrésistiblement intéressant. Schopenhauer comprenait cela comme l'influence de la volonté concentrée sur les volontés dispersées. Ce n'est pas conscient, ce n'est pas une stratégie, c'est énergétique. Votre présence affecte le champ émotionnel autour de vous sans que vous ayez besoin de faire quoi que ce soit. Le simple fait d'être concentré est déjà une influence. Le simple fait d'exister sans fuir est déjà un pouvoir. Sur le plan professionnel, des opportunités commencent à se présenter, non pas parce que vous manifestez par la pensée positive, mais parce que vous opérez avec une clarté mentale qui vous permet de prendre de meilleures décisions, de communiquer vos idées avec plus de précision, de persévérer dans des projets que vous auriez auparavant abandonnés au premier obstacle. Votre travail s'améliore objectivement. Et lorsque votre travail s'améliore, le monde réagit. Vous obtenez la promotion que vous attendiez depuis des mois. Ou quelqu'un vous propose un partenariat dont vous ne soupçonniez même pas l'existence. Ou le projet que vous avez commencé décolle enfin après des mois de stagnation. Ce n'est pas par chance cosmique, mais parce que vous avez enfin l'énergie nécessaire pour performer au niveau requis par l'opportunité. L'opportunité a toujours existé. C'est vous qui n'aviez pas le carburant pour en profiter. Mais voici ce que personne ne vous dit. Cette transformation a un coût invisible. Car lorsque vous vous transformez, vous ne gagnez pas seulement en puissance, vous gagnez en perception. Et la perception n'est pas toujours confortable. Vous commencez à voir des schémas qui étaient auparavant invisibles, chez les autres, chez vous-même, dans la culture, dans les structures sociales, dans les relations. Et ce que vous voyez n'est pas toujours beau. Vous réalisez à quel point les interactions humaines courantes sont des échanges de validation déguisés en conversation. À quel point le divertissement moderne est une sédation déguisée en amusement. À quel point la libération sexuelle est une dépendance émotionnelle déguisée en authenticité. Combien d'amitiés sont des habitudes déguisées en connexion. Et vous ne pouvez plus ne pas voir cela. Vous ne pouvez plus feindre l'innocence. Une fois élargie, la conscience ne revient pas à sa taille initiale. Et il y a une solitude particulière dans cela, parce que vous ne pouvez plus interagir avec le monde de la même manière. Les conversations superficielles deviennent insupportables. Les environnements qui vous stimulaient auparavant vous épuisent désormais. Les personnes avec lesquelles vous aviez l'habitude de passer du temps commencent à vous sembler étrangères, non pas parce qu'elles ont changé, mais parce que vous avez changé, et le changement crée une distance inévitable, ni bonne ni mauvaise, juste réelle. Si vous traversez cela en ce moment, cette transmutation douloureuse, ce chaos interne qui précède l'ordre, il existe une pratique simple qui accélère le processus et organise l'énergie qui se réorganise en vous. Il s'agit d'une méthode de 5 minutes basée sur l'intégration de l'ombre et la clarté mentale que Nietzsche et Jung auraient approuvée. Elle vous aide à canaliser la pression interne vers la création consciente plutôt que de la laisser se transformer en anxiété diffuse. Vous trouverez le guide complet dans le premier commentaire épinglé. Ce n'est pas obligatoire, mais si vous êtes sérieux dans votre volonté de traverser cette phase sans abandonner, cela peut faire la différence entre une véritable transformation et une nouvelle tentative abandonnée. Car la transmutation n'est pas linéaire. Il y a des jours où vous ressentez le pouvoir. Il y a des jours où vous ne ressentez que le vide. Il y a des jours où vous vous demandez si cela en valait la peine. Mais la tendance générale est à la hausse. Vous escaladez une montagne. Et l'ascension est toujours plus fatigante que de rester au sol. C'est toujours plus douloureux. C'est toujours plus exigeant. Mais la vue depuis le sommet, la vue que seuls ceux qui ont gravi la montagne peuvent admirer, justifie chaque pas difficile, chaque moment de doute, chaque nuit noire traversée. Et alors vous réalisez, il n'y a pas de retour en arrière possible. Même si vous le vouliez, vous n'y arriveriez pas. Vous ne voulez plus vivre à l'ancienne fréquence, même avec la solitude, même avec le poids de la lucidité,
même avec l'incompréhension de ceux qui sont restés en arrière. Parce que pour la première fois de votre vie, vous n'êtes pas mu par des forces extérieures. Vous êtes mu par une force intérieure. Et cela, cette souveraineté sur vous-même, vaut tout le prix qui vous a été demandé. Mais le plus étrange reste à venir. Car ce changement dans votre énergie, cette concentration que vous avez construite en traversant le chaos et la transmutation, elle ne reste pas contenue en vous comme un secret bien gardé. Elle s'échappe. Pas comme avant, lorsqu'elle s'échappait par dispersion inconsciente, mais par rayonnement conscient, comme la chaleur qu'un corps chauffé émet naturellement sans effort. Vous ne la contrôlez pas, vous ne la choisissez pas. Elle se produit simplement, comme la gravité, comme le magnétisme, comme toute force naturelle qui n'a pas besoin d'autorisation pour exister. Et les gens le ressentent. Il y a un type d'attention que vous recevez lorsque vous êtes énergétiquement concentré qui est différent de tout ce que vous avez déjà expérimenté. Ce n'est pas une admiration distante. Ce n'est pas une simple attirance sexuelle superficielle. C'est quelque chose de plus primitif, de plus instinctif, de plus vrai. Les gens veulent être près de vous sans savoir pourquoi. Elles veulent entendre ce que vous avez à dire, même lorsque vous ne dites rien de particulièrement profond. Elles veulent que vous participiez à leur moment. Elles veulent votre approbation sans que vous ayez consciemment fait quoi que ce soit pour mériter ce poids social. Et vous le remarquez d'abord dans les petits détails. La caissière du supermarché vous regarde dans les yeux et vous sourit. Ce n'est pas le sourire automatique qu'elle adresse à tout le monde. C'est un vrai sourire qui illumine ses yeux. Le collègue qui vous ignorait toujours vous salue désormais dans le couloir. Le groupe auquel vous vous approchez ne se referme pas défensivement, mais s'ouvre. Les conversations qui s'éteignaient auparavant au bout de 2 minutes se prolongent désormais naturellement pendant une demi-heure. Et vous n'avez pas changé votre façon de parler. Vous n'avez pas appris de technique de rapport. Vous n'utilisez aucune stratégie sociale. Mais quelque chose dans votre présence a fondamentalement changé. Et ce quelque chose est magnétique. Schopenhauer dirait que votre volonté concentrée influence directement et de manière non verbale les volontés qui vous entourent. Cette énergie n'est pas une métaphore poétique, c'est une réalité physique qui opère sous le niveau conscient, au niveau des instincts. Lorsque vous êtes concentré, vous émettez une fréquence de cohérence interne. Et la cohérence attire. Elle a toujours attiré. Elle attirera toujours. Parce que dans un monde de personnes fragmentées, quelqu'un d'entier se distingue comme un phare dans la nuit noire. Lors des réunions de travail, vous remarquez que lorsque vous parlez, les gens arrêtent dans ce qu'ils font. Ils s'arrêtent littéralement. Ils ferment leur ordinateur portable. Ils lâchent leur téléphone portable. Ils vous regardent. Non pas parce que vous avez parlé plus fort que les autres, mais parce que vos mots ont une densité que les autres n'ont pas. Elles ne sonnent pas comme une opinion vide essayant de combler un silence gênant. Elles sonnent comme une vérité distillée d'une expérience réelle. Et les gens respectent instinctivement cela, même lorsqu'ils ne sont pas d'accord. Surtout lorsqu'ils ne sont pas d'accord. Les décisions qui vous ignoraient auparavant vous consultent désormais. Les projets que vous proposez reçoivent un soutien inattendu. Les gens vous offrent leur aide sans que vous le demandiez. Et vous n'avez pas changé de poste. Vous n'avez pas gagné plus d'autorité formelle. Mais vous avez gagné une autorité réelle, celle qui vient de la présence et non de la position. Celle que personne ne peut vous donner ou vous enlever. Celle que vous avez construite en traversant un feu intérieur. Dans les relations personnelles, l'effet est encore plus dramatique et parfois même perturbant par son intensité. Les personnes qui vous voyaient auparavant comme une option parmi plusieurs vous considèrent désormais comme une priorité unique. La personne qui vous intéressait depuis des mois montre soudainement des signes clairs et sans équivoque d'attirance. Elle vous cherche. Elle invente des excuses pour vous parler. Elle cherche le contact physique. Elle vous regarde différemment. Non pas parce que vous avez fait quelque chose de différent extérieurement. Non pas parce que vous avez utilisé une technique de séduction. Mais parce que vous avez cessé d'en avoir besoin. Et lorsque vous cessez d'avoir besoin de la validation de l'autre, vous devenez paradoxalement nécessaire à l'autre. C'est un paradoxe cruel de la nature humaine. Moins vous recherchez la validation, plus vous en recevez. Moins vous poursuivez, plus vous êtes poursuivi. Moins vous vous souciez d'être choisi, plus vous êtes choisi. Non pas parce que l'univers est juste, mais parce que le besoin repousse et que la plénitude attire. Et voici ce que cela révèle sur la condition humaine commune. La plupart des gens fonctionnent dans un état de manque d'énergie constant. Ils perdent compulsivement leur attention. Ils perdent leur présence par distraction. Ils perdent leur pouvoir par dépendance émotionnelle. Et ils recherchent inconsciemment quelqu'un qui ne perd pas pour absorber un peu de cette stabilité qui leur manque. Lorsque vous concentrez votre énergie, vous devenez automatiquement cette personne. Non pas parce que vous voulez être un sauveur, mais parce qu'il est impossible de ne pas être une référence lorsque tout le monde autour de vous est perdu. Vous devenez le centre, pas de manière égoïste ou narcissique, mais de manière structurelle, gravitationnelle.
Les gens commencent naturellement à vous positionner comme le pivot des interactions sociales. Ils font des blagues pour vous faire rire. Ils racontent des histoires impressionnantes pour vous impressionner. Ils vous demandent des conseils pour des décisions personnelles qui ne vous concernent même pas directement. Parce que d'une manière instinctive qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes, ils sentent que vous avez quelque chose qu'ils n'ont pas. De la clarté là où elles ont de la confusion. Une direction là où elles dérivent. Une présence là où elles sont absentes. Nietzsche parlait du Übermensch, le surhomme. Non pas comme quelqu'un de génétiquement supérieur ou choisi par le destin, mais comme quelqu'un qui s'est maîtrisé au point de transcender la médiocrité collective. Quelqu'un qui n'a plus besoin de l'approbation du troupeau parce qu'il a construit son approbation interne. Et bien que Nietzsche n'ait jamais directement lié cela à la contention énergétique sexuelle, le principe est exactement le même. Celui qui maîtrise ses pulsions les plus primitives maîtrise son propre destin. Et celui qui maîtrise son propre destin influence naturellement le destin des autres, qu'ils le veuillent ou non. Mais il y a un côté sombre à cela que personne ne mentionne lorsqu'il parle de magnétisme. Ce pouvoir, cette attraction que vous générez sans effort conscient, s'accompagne d'une responsabilité implicite et lourde. Parce que les gens ne savent pas qu'ils réagissent à votre énergie concentrée. Ils ne comprennent pas le mécanisme. Ils ressentent simplement une attraction inexplicable. Et une attraction mal comprise peut se transformer en dépendance toxique. Elles peuvent commencer à chercher en vous la stabilité émotionnelle qu'elles devraient construire en elles-mêmes. Et si vous ne faites pas attention, vous pouvez devenir le soutien émotionnel de personnes qui devraient apprendre à voler de leurs propres ailes. Vous devez apprendre à doser votre présence, à être disponible sans devenir un sauveur compulsif, à influencer sans manipuler pour vous sentir puissant. Car le pouvoir sans éthique est de la tyrannie. Et vous avez désormais du pouvoir, un pouvoir réel, pas théâtral, pas superficiel. Et le pouvoir mal utilisé ne corrompt pas seulement les personnes que vous influencez, il vous corrompt vous aussi. Il vous transforme exactement en le genre de personne que vous méprisiez avant de commencer ce voyage. Le magnétisme crée aussi inévitablement de la jalousie et de l'hostilité chez certains. Tout le monde n'appréciera pas votre transformation. Certains se sentiront menacés viscéralement, parce que votre présence concentrée expose par pur contraste involontaire leur dispersion. Votre clarté met en lumière leur confusion. Votre direction met en évidence leur dérive. Et au lieu de vous utiliser comme source d'inspiration pour changer eux aussi, ils vous utiliseront comme cible pour projeter leur frustration. Ils créeront des récits à votre sujet. Ils remettront en question vos motivations avec méfiance. Ils essaieront de vous ramener au niveau médiocre où vous étiez, parce qu'il est psychologiquement plus facile de rabaisser quelqu'un que de faire le travail difficile pour atteindre son niveau. Et vous devez vous y préparer, à la solitude qui accompagne inévitablement l'élévation, à l'incompréhension qui accompagne la véritable transformation, au fait que tout le monde ne célébrera pas votre évolution. Certains l'attaqueront avec un venin déguisé en inquiétude. Et vous ne pouvez pas laisser cela vous ramener à votre ancienne place. Parce que revenir en arrière maintenant, après avoir vu ce que vous avez vu, ressenti ce que vous avez ressenti, devenu qui vous êtes devenu, serait une trahison existentielle. Pas envers les autres, envers vous-même. Mais voici la récompense qui compense tous les coups. Les bonnes personnes ressentiront également votre magnétisme. Et ces personnes, celles qui sont sur le même chemin de transformation, qui comprennent intuitivement ce que vous avez traversé sans avoir besoin d'explication, se rapprocheront naturellement, non par manque, mais par reconnaissance mutuelle. Et ces connexions sont complètement différentes de tout ce que vous avez connu auparavant. Elles sont profondes, elles sont réelles, elles sont durables, parce qu'elles se font entre des personnes entières, et non entre des fragments désespérés cherchant une complétude impossible chez l'autre. Vous allez nouer des relations qui étaient auparavant littéralement impossibles, parce qu'avant, vous n'aviez pas l'énergie nécessaire pour les entretenir. Une relation profonde exige une présence soutenue, et une présence soutenue exige une énergie concentrée abondante. Maintenant, vous l'avez. Et cela change radicalement le type de personne que vous attirez et le type de connexion que vous créez. Le magnétisme n'est pas le but ultime de ce voyage. Il ne l'a jamais été. Ce n'est qu'un sous-produit inévitable. Le véritable objectif est la souveraineté sur soi-même. Mais la souveraineté génère inévitablement une influence sur les autres. Et l'influence, lorsqu'elle est utilisée à bon escient, avec éthique et conscience, a un impact réel sur le monde. Et l'impact est ce qui différencie ceux qui ont simplement traversé la vie de ceux qui l'ont véritablement transformée, même s'il s'agit d'une transformation modeste, locale, dans quelques vies autour d'eux. Vous ne recherchiez pas cela lorsque vous avez commencé. Vous vouliez simplement contrôler vos impulsions. Mais maintenant que vous avez ce pouvoir magnétique, vous devez décider consciemment ce que vous allez en faire, car la neutralité n'existe pas. Vous allez influencer. Le seul choix est dans quelle direction. Mais ne vous y trompez pas.
Cette transformation, cette transmutation d'esclave de vos impulsions à souverain de vous-même a un prix. Et ce prix est irréversible. Car lorsque vous traversez ce voyage, lorsque vous concentrez réellement votre énergie et que vous vous éveillez à une fréquence d'existence différente, vous ne pouvez plus prétendre ignorer. Vous ne pouvez plus revenir à l'innocence confortable de ceux qui ne se sont jamais posé de questions. Vous ne pouvez plus vous mêler naturellement à ceux qui dorment encore. La conscience, une fois élargie par l'expérience directe, ne revient jamais à sa taille initiale. Jamais. Nietzsche avait un avertissement brutal à ce sujet. Celui qui a une raison de vivre peut supporter n'importe quel comment. Mais qui supporte le poids de savoir? Parce que savoir, vraiment savoir, pas seulement connaître intellectuellement, vous change de façon permanente. Et tous les changements ne sont pas une célébration. Certains changements sont un deuil. Le deuil de qui vous étiez, de l'endroit où vous apparteniez, de ceux qui vous comprenaient encore. Vous commencez à réaliser que la plupart des gens vivent dans une sorte de somnambulisme collectif. Ils se réveillent, réagissent aux stimuli de la journée, dispersent leur énergie dans 1000 directions, rentrent chez eux épuisés, consomment des distractions jusqu'à s'endormir, puis recommencent. Et ils appellent cela la vie. Ils pensent que c'est tout ce qui existe, qu'il n'y a pas d'alternative, que c'est comme ça. Et avant, vous le pensiez aussi. Vous acceptiez ce discours. Vous participiez au rituel collectif de dispersion. Mais maintenant, vous savez qu'il existe une autre façon de faire. Et cette connaissance vous sépare de manière définitive et douloureuse. Les conversations qui vous satisfaisaient auparavant vous étouffent désormais. Parce que vous réalisez que la plupart des gens ne discutent pas vraiment. Ils attendent simplement leur tour pour parler d'eux-mêmes. Ils ne recherchent pas de véritable connexion, mais plutôt une validation mutuelle de récits superficiels qui maintiennent les deux parties confortablement endormies. Et vous ne pouvez plus participer à ce jeu avec la même légèreté qu'auparavant. Non pas parce que vous êtes devenu élitiste, mais parce que chaque conversation vide vous coûte une énergie que vous savez désormais précieuse, qui est limitée, qui pourrait être utilisée pour créer quelque chose de réel, pour construire quelque chose qui compte, pour vous connecter véritablement avec quelqu'un qui est également éveillé. Les environnements qui vous stimulaient auparavant vous épuisent désormais violemment. La soirée qui était amusante est désormais une agression sensorielle, conçue pour fragmenter votre attention et activer vos pulsions les plus primitives. La réunion sociale qui était du réseautage est désormais un théâtre de masques où tout le monde joue une version éditée de lui-même. La série qui était divertissante est désormais une anesthésie sophistiquée pour ne pas ressentir le vide existentiel que tout le monde porte en soi mais que personne ne veut nommer. Vous voyez tout cela avec une clarté dérangeante et vous ne pouvez pas détourner le regard. Et cela vous isole, même lorsque vous êtes physiquement entouré de gens. Il y a une solitude particulière qui accompagne la lucidité. C'est la solitude de celui qui s'est réveillé dans une pièce remplie de gens endormis. Vous pouvez crier, vous pouvez secouer les gens, vous pouvez essayer d'expliquer ce que vous voyez. Mais ceux qui dorment ne peuvent pas vous entendre depuis leurs rêves. Pour eux, vous n'êtes qu'un bruit gênant qui perturbe leur sommeil confortable. Et finalement, vous arrêtez d'essayer de réveiller les autres. Non par arrogance, pas par abandon, par épuisement, et par respect sincère pour le temps de chacun. Parce que vous vous souvenez parfaitement de ce que c'était que d'être endormi et que quelqu'un essaie de vous réveiller avant l'heure. Vous ne faisiez que résister davantage. Vous vous enfonciez davantage dans le sommeil. Schopenhauer comprenait cette solitude mieux que tout autre philosophe. Il voyait que plus vous développez votre conscience, plus vous vous éloignez de la masse. Non pas parce que vous êtes moralement ou intellectuellement supérieur, mais parce que vous fonctionnez sur une fréquence différente. Et les fréquences différentes ne résonnent pas. Elles peuvent coexister dans le même espace, mais elles ne se mélangent pas. Elles ne s'harmonisent pas. C'est de la physique existentielle. Ce n'est pas un jugement moral. C'est simplement la réalité structurelle de la conscience élargie. Et voici ce que personne ne vous prépare quand on vous vend l'idée de l'éveil. Certaines relations ne survivront pas à votre transformation. Des amitiés qui semblaient solides comme le roc se révéleront fondées sur des habitudes communes et non sur une véritable connexion. Des personnes que vous aimiez sincèrement commenceront à se sentir menacées par votre changement, parce que votre évolution met en évidence par pur contraste leur stagnation. Et personne n'aime les miroirs qui reflètent ce qu'ils préfèrent garder invisible. Vous allez perdre des gens, et cela fera mal. Cela fera plus mal que vous ne l'imaginez aujourd'hui, non pas parce que vous les avez froidement abandonnés, mais parce que vous ne correspondez plus au rôle qu'ils avaient besoin que vous jouiez pour se sentir à l'aise avec eux-mêmes. Vous étiez l'ami qui était toujours partant pour sortir et dépenser son énergie avec eux, le collègue qui acceptait la médiocrité sans la remettre en question, car la remettre en question aurait été inconfortable pour tout le monde. Le partenaire qui n'exigeait pas de profondeur, car la profondeur effraie ceux qui vivent en surface. Et maintenant, vous n'êtes plus aucune de ces versions, et elles vous accuseront d'avoir changé, d'être devenu différent.
de vous être cru meilleur que les autres. Et ils auront tout à fait raison. Tu as changé, tu es différent, tu n'es plus celui que tu étais. Pas meilleur au sens moral qui implique la supériorité, mais différent au sens structurel qui implique l'incompatibilité. Tu ne fonctionnes plus selon le même système de valeurs. Tu ne recherches plus les mêmes choses. Tu ne tolères plus les mêmes dynamiques. Et cela, cette incompatibilité fondamentale des fréquences, fait mal de manière viscérale. Elle fait plus mal que la nuit noire de la contention initiale, parce que la nuit noire était une lutte contre vous-même, contre vos propres normes internes. C'est le deuil de connexion qui n'existe plus sous la forme qu'elles avaient auparavant. C'est voir les relations que vous chérissiez se dissoudre lentement, non pas parce que quelqu'un a fait quelque chose de mal, mais parce que vous n'habitez tout simplement plus le même monde intérieur. Et il y a des jours où vous vous demanderez sincèrement si cela en valait la peine, si cela n'aurait pas été infiniment plus facile de continuer à dormir avec tout le monde, si toute cette lucidité n'est pas simplement une autre forme de souffrance déguisée en évolution, si vous n'avez pas troqué une prison confortable contre une autre forme d'isolement cellulaire. Et ces jours-là sont les plus dangereux, parce que ce sont les jours où la tentation de revenir en arrière est la plus forte, pas la tentation de disperser votre énergie. Cette phase, vous l'avez déjà surmontée, mais la tentation de faire semblant de ne pas voir ce que vous voyez, de feindre une inconscience stratégique pour réintégrer le groupe, de vous rabaisser pour vous adapter aux anciens espaces, de trahir votre propre lucidité en échange de compagnie. Et cette tentation est 1000 fois plus séduisante que la tentation initiale des impulsions, parce que vous ne choisissez pas entre le plaisir et la discipline. Vous choisissez entre la vérité et l'appartenance, mais vous n'y arrivez pas, parce qu'une fois que vous voyez, vous ne pouvez plus ne pas voir. Une fois que vous ressentez ce que c'est que d'opérer avec une énergie concentrée, vous ne pouvez plus tolérer la fragmentation chronique. Une fois que vous avez goûté à la souveraineté sur vous-même, vous ne pouvez plus accepter l'esclavage des impulsions, des algorithmes, des attentes des autres qui vous maintenaient petit et contrôlable. Alors vous restez lucide, et avec la solitude qui l'accompagne inévitablement. Et avec le poids de savoir que la plupart des gens autour de vous ne comprendront jamais vraiment ce que vous avez traversé. Ils n'apprécieront jamais ce que vous avez accompli, parce que pour eux, vous êtes simplement devenu bizarre, distant, changé, ennuyeux, radical. Et aucun argument ne convaincra quelqu'un qui ne veut pas voir. Mais voici la vérité ultime que vous découvrez au fond de cette solitude existentielle. Vous n'avez pas besoin qu'ils comprennent. Vous n'avez plus besoin d'une validation extérieure pour confirmer votre réalité intérieure. Parce que la souveraineté que vous avez construite en traversant le feu est autosuffisante par nature. Elle ne dépend pas d'un public. Elle ne dépend pas de la reconnaissance. Elle ne dépend pas des applaudissements ou des médailles. Elle existe parce que vous l'avez forgée. Et personne ne peut vous l'enlever. Et cela, cette indépendance radicale vis-à-vis de la validation des autres, c'est la vraie liberté. Pas la fausse liberté propagée par la modernité, qui n'est qu'une licence pour céder à chaque impulsion. Mais la liberté authentique de ne plus être mu, manipulé, contrôlé par quoi que ce soit d'extérieur à vous-même. De choisir votre chemin en fonction des valeurs internes que vous avez consciemment construites, et non en fonction des pressions sociales qui vous ont été imposées. De vivre authentiquement de l'intérieur vers l'extérieur, et non de manière performative de l'extérieur vers l'intérieur. Et lorsque vous atteignez cet état, lorsque vous comprenez enfin de tout votre être, que la solitude de la lucidité est infiniment préférable à la compagnie bruyante de l'inconscience collective, quelque chose de profond se résout en vous. La douleur ne disparaît pas comme par magie, mais elle change complètement de nature. Elle cesse d'être une douleur qui fragmente et devient une douleur qui forge. Elle cesse d'être une souffrance sans sens et devient un sacrifice qui a un but. Elle devient le prix que vous payez consciemment, volontairement, pour une vie qui vaut vraiment la peine d'être vécue, même si absolument personne d'autre ne comprend pourquoi vous faites ce que vous faites. Le prix de la souveraineté est élevé, très élevé. Mais le prix de l'esclavage, d'une vie entière vécue dispersée, fragmentée, endormie, à la merci de chaque impulsion et algorithme, est infiniment plus élevé. C'est toute votre vie, c'est tout ce que vous auriez pu être. Et lorsque vous comparez ces deux prix avec une honnêteté brutale, le choix devient limpide, douloureusement clair, indéniablement évident. Vous payez le prix de la transformation une seule fois, mais vous payez le prix de la médiocrité tous les jours jusqu'à votre mort. Et puis vous arrivez ici, à ce moment précis, à ce carrefour existentiel où il n'y a pas de retour possible. Parce que maintenant, vous savez vraiment. Pas comme un concept abstrait que vous avez lu quelque part, mais comme une vérité viscérale que vous avez ressentie dans chaque mot de ce script. Vous savez que l'énergie que vous dispersiez sans réfléchir est la même force vitale qui pourrait construire la vie que vous avez toujours su être possible, mais que vous n'avez jamais eu le courage d'essayer vraiment. Vous savez que chaque impulsion suivie impulsivement est un vote conscient en faveur de la médiocrité.
Vous savez que la promesse moderne séduisante de libération par la gratification infinie est en fait la prison la plus efficace et la plus invisible jamais inventée par la culture du contrôle. Vous savez que vous avez en vous un pouvoir endormi, une force concentrée, que la grande majorité des gens ne réveilleront jamais parce qu'ils ont une peur viscérale de l'inconfort nécessaire pour l'activer. Vous savez tout cela maintenant. Et le savoir vous rend irrévocablement responsable. Car à partir de cet instant précis, si vous continuez à disperser votre énergie vitale à travers les anciens schémas, ce ne sera plus par ignorance innocente, ce sera par choix conscient et lâche. Ce sera parce que vous aurez décidé que le confort temporaire de la gratification immédiate vaut plus que la transformation permanente de votre être tout entier. Ce sera parce que vous aurez délibérément choisi l'illusion confortable plutôt que la vérité dérangeante. Et les choix conscients, ceux-là, vous ne pouvez pas les défaire après coup en disant « je ne savais pas ». Nietzsche disait avec une précision chirurgicale « deviens qui tu es ». Et ce que cela signifie vraiment, c'est qu'il n'y a pas de version idéale parfaite de vous-même qui vous attend patiemment quelque part dans un avenir lointain. Il n'y a pas de moment magique où tout s'alignera parfaitement et où la transformation sera facile et indolore. Il n'y a que vous, maintenant, exactement tel que vous êtes, avec l'énergie dont vous disposez à cet instant, faisant à chaque seconde des micro-choix qui vous rapprochent ou vous éloignent inexorablement de ce que vous avez le potentiel d'être. Chaque instant est forge ou érosion, construction ou destruction, concentration ou dispersion, évolution ou régression. Il n'y a pas de neutralité possible. Il n'y a pas de pause dans le jeu. Vous êtes toujours en train de choisir, même lorsque vous pensez ne rien choisir. Et voici la vérité la plus libératrice et en même temps la plus effrayante qui soit. Personne ne le fera à votre place. Aucun gourou éclairé, aucun système parfait, aucune technique magique qui contourne le travail intérieur. Vous devrez traverser la nuit noire de la contention complètement seul. Vous devrez supporter la pression psychologique croissante sans ouvrir la soupape de sécurité que vous avez toujours utilisée. Vous devrez supporter le jugement incompréhensif de ceux qui ne comprennent pas et ne comprendront jamais. Vous devrez accepter la solitude inévitable de la lucidité élargie. Vous devrez payer le prix fort, sans réduction, sans raccourci, sans exception. Mais la récompense pour votre sacrifice, c'est que vous serez enfin entier. Non fragmenté en 1000 morceaux, non dispersé dans 1000 directions contradictoires, non à la merci de chaque algorithme ou impulsion primitive. Vous serez souverain sur vous-même. Vous serez concentré en une force unique. Vous opérez à la fréquence élevée que la nature a toujours voulu, mais que la culture moderne vous a délibérément appris à craindre comme s'il s'agissait d'une pathologie. Et lorsque vous atteignez cela, pas parfaitement, car la perfection humaine n'existe pas mais de manière substantielle, vous réalisez quelque chose qui change absolument tout dans votre expérience de vie. Le monde ne se rend pas à vous parce que vous le méritez sur la base d'un critère moral quelconque. Il se rend parce que vous êtes devenu véritablement irrésistible. Pas seulement sexuellement, existentiellement. Vous êtes devenu une force concentrée naviguant dans un océan infini de dispersion collective. Vous êtes devenu une clarté tranchante dans un monde étouffé par une confusion chronique. Vous êtes devenu une présence dense et réelle dans une société entière d'absents jouant la comédie sur les réseaux sociaux. Et la présence, une présence réelle, soutenue, puissante, inébranlable, est la chose la plus rare et la plus précieuse qui existe dans l'expérience humaine contemporaine. Plus rare statistiquement que le talent génétique. Plus précieuse pratiquement que l'argent hérité. Parce que la véritable présence ne s'achète pas dans un magasin. Elle ne s'hérite pas de la famille. Elle ne peut être feinte de manière convaincante. Elle ne peut être construite que péniblement, à travers le feu alchimique de la transmutation interne. Et ceux qui ont une présence réelle ont accès à tout. Parce que tout, opportunités, relations, ressources, influences, coule naturellement et inévitablement vers ceux qui sont véritablement et complètement présents. Alors la question finale, la seule qui compte vraiment en ce moment, n'est pas « est-ce que ça marche vraiment ?» Vous savez déjà que ça marche. Vous avez senti la vérité résonner dans chaque section de ce guide. Ce n'est pas « combien de temps faut-il pour se transformer ?» car le temps passera inexorablement de toute façon, avec ou sans votre transformation. La vraie question, la seule à laquelle vous devez répondre avec une honnêteté brutale maintenant, est la suivante. Êtes-vous assez fort pour supporter l'immense pouvoir qui découle de la maîtrise consciente ? Êtes-vous assez courageux pour payer volontairement le prix élevé de la souveraineté ? Êtes-vous assez courageux pour traverser la nuit noire en sachant que la grande majorité des gens vous jugeront sévèrement pour avoir choisi une voie solitaire qu'ils n'ont même pas le courage d'envisager ? Car le monde regorge littéralement de personnes qui savent intellectuellement ce qu'elles devraient faire, mais ne le font jamais concrètement. Qui comprennent parfaitement le concept abstrait, mais fuient lâchement la pratique inconfortable. Qui admirent sincèrement la transformation lorsqu'elles la voient chez les autres, mais la rejettent avec effroi lorsque l'occasion se présente à elles.
Et ces personnes, ces millions de personnes qui savaient mais n'ont pas agi, mourront inévitablement en portant le regret le plus amer et le plus destructeur qui soit dans l'expérience humaine. Non pas le regret passager de ce qu'elles ont fait de mal, mais le regret éternel et lancinant de ce qu'elles auraient pu être si elles avaient eu le courage. Vous n'avez pas besoin d'être l'une d'entre elles. Vous avez le choix maintenant. Vous avez tout ce dont vous avez besoin à cet instant. Vous n'avez pas besoin d'informations supplémentaires. Vous n'avez pas besoin de plus de théories philosophiques. Vous n'avez pas besoin d'une autre vidéo de motivation. Vous avez une compréhension profonde. Et une compréhension authentique sans action concrète qui s'ensuit n'est qu'un divertissement intellectuel sophistiqué. Ce n'est qu'une autre forme subtile de dispersion déguisée en croissance. Ce n'est qu'une autre façon ingénieuse de repousser indéfiniment la seule chose qui compte vraiment. Commencez maintenant. Et commencer ne nécessite aucun geste héroïque. Cela ne nécessite aucune annonce publique dramatique. Cela ne nécessite aucune transformation miraculeuse du jour au lendemain. Cela nécessite seulement une décision simple mais définitive. Maintenant. Pas demain quand vous serez mieux préparé. Pas lundi, quand la semaine recommencera. Pas quand les circonstances extérieures s'amélioreront comme par magie. Maintenant. Parce que maintenant est la seule monnaie réelle que vous possédez vraiment. Et chaque « maintenant » que vous gaspillez en reportant est un morceau irréversible de vie qui ne reviendra jamais. Jamais. Schopenhauer avait tout à fait raison. La souffrance est inhérente à l'existence humaine. Vous souffrirez de toute façon. C'est la condition humaine non négociable et inévitable. Il n'y a pas d'échappatoire possible à la souffrance. Le seul choix réel que vous avez, la seule liberté authentique qui s'offre à vous, est entre deux types de souffrances fondamentalement différents. La souffrance de la dispersion chronique, vide, dénuée de sens, qui ne génère que davantage de vide de manière récursive, ou la souffrance de la contention consciente, avec un objectif clair qui forge le caractère, qui transforme l'essence, qui vous reconstruit en quelque chose capable de supporter et de créer une beauté, authentique au milieu du chaos existentiel. Une souffrance vous consume passivement jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. L'autre vous construit activement jusqu'à ce que vous deveniez une force. L'une vous fragmente en 1000 morceaux méconnaissables éparpillés. L'autre vous unifie en une force unique et puissante concentrée. L'une vous laisse sur la même fréquence médiocre que tout le monde, se plaignant éternellement que la vie est difficile, mais sans rien faire de concret pour la changer. L'autre vous élève à une fréquence supérieure où la difficulté devient matière première créative, où l'obstacle devient une opportunité déguisée, où la douleur devient le carburant de la transformation. Alors choisissez, consciemment, délibérément. Non pas parce que quelqu'un vous a demandé de le faire, non pas parce que ce sera facile ou confortable, mais parce que vous avez enfin compris avec une clarté cristalline que l'alternative, continuer exactement comme vous êtes, dispersé et fragmenté, est absolument insupportable, et que toute douleur temporaire liée à la transformation vaut infiniment la peine pour échapper à la douleur permanente et silencieuse de vivre des décennies entières en dessous de votre potentiel réel. Le voyage commence maintenant, ou il ne commencera jamais et vous mourrez en vous posant la question. Maintenant, je veux savoir, à quel moment de votre vie avez-vous réalisé que vous dispersiez votre énergie dans quelque chose qui n'en valait pas la peine? Et que s'est-il passé lorsque vous avez finalement arrêté? Laissez un commentaire ici. Cette réflexion est peut-être exactement ce dont quelqu'un a besoin de lire aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez déjà fait un pas de plus que la plupart des gens. Vous regardez les vidéos, vous réfléchissez à chaque idée. N'oubliez pas, le succès est une décision. Le choix vous appartient. Comptez sur moi et suivez le lapin blanc.